EXPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, ok, c'est l'Express. EXPR. Et bienvenue pour ce nouvel épisode extrêmement spécial pour le mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, nous n'avons pas un, ni deux, mais bien et bien 4 invités spéciaux. Malheureusement, le temps n'est pas notre allié ici, alors nous aurons la chance que d'interviewer une seule personne, un personnel de notre collège. Sans plus tarder, je vous présente Madame Pierre-Louis. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, hein, Avec c'est plaisir. c'est le fun d'être au bunker. Oui, Le fameux bunker iconique. Madame, je voulais vous poser une question. Vous, votre travail au collège, c'est agent d'inclusion des élèves et du comité, n'est-ce pas? Oui. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se posent comme question, c'est quoi en fait ce travail? Parce que pas tout le monde sait exactement... Concrètement. Exactement, savent c'est quoi une agente d'inclusion. Et il y en a d'autres qui sont juste trop gênés pour de vous demander en face. Alors, on va le faire à votre place. C'est Mais quoi? pourtant, je suis pas intimidante, là, la façon dont on est dans le bureau. Donc, le travail d'inclusion, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que moi, j'aime faire des conversations, puis je vais dans le principe conversationnel dans les classes. Dans les classes, dans les activités en grand groupe. Mais l'idée, c'est vraiment de parler d'inclusion avec les élèves de l'école. Puis ça, c'est vraiment important pour moi. L'inclusion, c'est pas Madame Pierre-Louis, c'est nous tous. Puis c'est notre contribution à tous. Puis ça, c'est dans ces conversations que j'ai avec vous, ça me permet de voir c'est quoi les enjeux qu'on a dans l'école, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse aller plus loin avec qu'est-ce qu'on a avec nous dans l'école. Parce que la contribution de tous pour l'inclusion, là, c'est que chacun apporte son grain de sel pour qu'on puisse tous être inclus dans l'école, mais aussi se sentir bien dans l'école. Puis ça, ça nous permet d'évoluer, de grandir, et ça, de savoir un peu toutes les différences que chacun a, de l'amener ensemble pour qu'on puisse en faire comme une grande école, mais aussi cette belle diversité-là qui fait une belle richesse dans notre école. Donc ça, c'est vraiment important. Et cette partie de conversation que j'ai avec vous, c'est de parler d'enjeux qui sont des fois sensibles, des fois difficiles aussi, mais c'est de briser les tabous, puis en plus qu'on puisse apprendre à travers ces barrières qu'on devrait faire tomber au plus vite. Nous, les élèves, on vous voit marcher dans le corridor sans vraiment savoir où vous allez. Bon, vous êtes dans l'espace T, OK, on comprend. Mais c'est quoi vos tâches à l'école? Qu'est-ce que vous allez faire en marchant dans le corridor? Je me promène beaucoup quand je vais à Ouais. l'école. Mais d'une part, j'aime ça être en contact avec tout le monde dans l'école, savoir un peu le vécu de chacun et leur part dans l'école, comment chaque élève voit son école. Mais c'est aussi être en classe. Donc, je fais des ateliers qui parlent d'inclusion sur différents thèmes. Puis l'inclusion, c'est pas stop, on arrête les élèves, on parle d'inclusion. Mais au contraire, c'est à travers vos cours qu'on parle d'inclusion. Donc, je vais dans les cours d'espagnol parler d'inclusion à travers les cours d'espagnol. En anglais, je fais la même chose dans les cours d'art. C'est trouver des activités que vous faites déjà en classe, mais apporter la touche de penser, cette évolution-là, de penser c'est quoi l'inclusion, comment on peut intégrer plus de nos collègues de classe ensemble pour qu'on puisse tous grandir. Parce que dans une classe, on est tous diversifiés, on a tous nos forces, nos faiblesses, on a tous nos défis, nos expériences. Et quand on apprend de chacun, on peut grandir avec ça. Puis c'est à travers le quotidien que ça se fait, pas qu'on arrête tout pour parler d'inclusion. C'est vraiment dans le quotidien parce que ça fait partie de notre vie de façon omniprésente. Ah, c'est le fun. Ça, c'est beau. C'est clair que c'est pas un métier qui existe depuis longtemps. C'est pas un métier comme médecin qu'on entend parler. Tu sais, c'est rare il n'y a pas d'études pour ça, à ce que je sache. Précisément, Non, c'est ça. Ouais. Quand vous étiez jeune, c'était pas quelque chose qui existait, si je me trompe pas. Non, puis Non. ça, c'est des choses que quand je travaille avec vous tous, que je vous rencontre, je me revois quand j'avais 16, 15, 16 ans. Puis c'est des choses que j'aurais aimé avoir dans mon école. Ouais. Puis sentir que là où j'évolue, que je grandis, surtout la période de l'adolescence, secondaire, secondaire 5, il y a tellement de choses qui se passent. Donc, en plus de ça, c'est de savoir que les adultes sont bienveillants autour de nous. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Puis ça, encore, je le réitère, j'ai beau porter le chapeau de l'inclusion, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on a un poste comme ça à l'école, c'est que toute l'école a cette vision-là aussi, de vous supporter dans votre parcours, sur 5 ans d'études, mais c'est 5 ans qui sont quand même 5 années charnières de qui vous serez plus tard. Donc, c'est important de pouvoir tous être ensemble dans ce contexte-là. Donc, les études pour aller dans ce genre de métier, je pense que c'est des centres d'intérêt en premier. Puis c'est des intérêts, c'est sûr j'ai des intérêts en sociaux, évidemment, en sociologie, mais c'est quelque chose qui va aller chercher qui on est comme individu et comment chacun peut contribuer au bien-être du collectif. Donc c'est là-dedans que je m'amuse. C'est un terrain de jeu, là, moi je travaille, mais je m'amuse en fait. C'est vraiment... C'est ça, je trouve ça vraiment intéressant, le fait que vous, votre travail, c'est juste faire en sorte que tout le monde se sente accepté par des ateliers, par des activités, par plein d'événements que vous aidez à la participation, à l'organisation, etc. Et comme vous avez dit, le secondaire, c'est vraiment 5 ans de notre vie.
qui nous affectent. Ça peut décider pour certaines personnes comment elles vont être au futur, ou ça peut être genre un chemin qu'elles parcourent pour dire « Oh, moi, je vais pas être ça au futur, ça, c'est sûr. » Mais je sais que je me radote en demandant ça presque à toutes les personnes qu'on fait à l'interview, mais je pense que c'est important parce que pas tout le monde peut se reconnaître avec tous nos invités. Alors, je vous repose cette question. Vous, c'était quoi votre parcours pour arriver jusqu'à agent d'inclusion? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, votre parcours scolaire? C'était quoi ce fameux chemin que vous avez pris? Je joins une question à ça. Tu sais, étant donné que ce métier-là, justement, n'existait pas à notre âge, à notre âge, quand vous aviez notre âge, qu'est-ce que vous vouliez faire à ce moment-là? Fait que, si on part de ça, tu sais, après ça, pour aller vers le parcours. J'ai tellement de choses que je voulais faire, moi, quand j'étais... Oui, il y a une partie aussi de... C'est pas évident qu'on se voit pas dans nos centres d'intérêt, puis vous le vivez aussi, c'est pas une question seulement d'être une personne racisée, mais c'est que t'as plein d'idées dans la tête, puis t'aimerais ça aller dans plein de directions, puis il n'y a pas de cadre qui peut te recevoir, on dirait. Je me sentais un peu comme ça, moi, adolescente, de savoir que j'ai de l'intérêt dans telle chose, mais comment j'allie ces intérêts, ces formes d'intérêt ensemble? Puis je trouve que mon métier que je fais aujourd'hui, ça a permis de rallier ces intérêts-là ensemble. C'était quoi ces intérêts-là, par curiosité? On va partir loin, là. OK, on va loin. Donc, plus jeune, moi, j'avais beaucoup d'intérêt tout ce qui était publicitaire, tout ce qui était ce qu'on voyait à la télévision. Pas que je voulais être une vedette, loin de là, mais tout l'univers du média m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai fait des études en médias aussi, puis en même temps, j'avais l'historique un peu de penser que c'est pour le fun qu'on fait ça, c'est pas un métier. Donc, s'intéresser à la photographie, s'intéresser à la vidéographie ou tout ce qui est dans cet environnement-là, c'était pour le fun, mais pas un métier. C'est comme ça que j'ai grandi, dans cet genre d'environnement que j'ai grandi, parce que j'avais l'idée en tête qu'on devient médecin, avocat, etc. Mais moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, parce que le comportement humain, qu'est-ce que je trouvais dans la publicité qui était assez important, le comportement humain dicte qui on est aujourd'hui, puis nous influence dans qu'est-ce qu'on va faire plus tard aussi. Donc cette partie-là, je me posais tout plein de questions. La sociologie, là, exactement, c'est pas mal la définition. Exactement, avec ça, je me posais beaucoup de questions à savoir pourquoi les gens font qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font les choix qu'ils font, pourquoi ils agissent de cette façon-là avec les autres. Donc toute la voie de médias, parce que je voyais à travers la télévision, ça m'intéressait beaucoup, mais également l'aspect psychologique, donc l'intervention au niveau de la psychologie, d'être intervenant, ça c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc au collégial, j'ai fait mes études dans les sciences humaines pour voir, sciences humaines plutôt intervention, pour vraiment travailler avec les gens, pour comprendre qu'est-ce qui les affecte et comment ils agissent aujourd'hui. Puis je me rends compte plus tard, en faisant mes études, que la sociologie c'était vraiment la voie qui m'intéressait pour voir comment une personne dans le micro agit dans le macro et dans une société. Puis ça, je me suis rendu compte en fur et à mesure que c'est ce genre de choses-là qui impactent le monde qu'on est. Puis on peut vraiment faire une différence. Même si on a 16 ans, on ne se rend pas compte toujours, mais on peut faire une différence dans le monde dans lequel on vit. Puis ça commence avec comment on voit les autres autour de nous, comment on interagit avec les autres. Puis de voir les gens, pas pour leurs différences, pas pour qu'est-ce qui les différencie de nous, mais plutôt qu'est-ce qu'on apporte tous et chacun dans un système. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Puis c'est par là que j'ai vu ma voie de continuer, persévérer à qu'est-ce que ça veut dire vivre, puis être avec les autres aussi, puis avoir un impact, de façon positive, mais comprendre l'impact qu'on a à travers les gens qu'on rencontre. Ah, c'est le fun. Donc c'est là que je me suis dirigée, parce que le côté social m'intéresse beaucoup, mais à la fin de tout ça, on se rend compte que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain a un impact. La société qu'on a aujourd'hui, elle existe parce qu'on est dedans. Donc, cette société-là, si on veut qu'elle améliore, c'est à nous de commencer à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on va faire comme impact, puis ça aura un impact plus grand par la suite. On a parlé de votre passé, comment vous êtes arrivé où vous êtes aujourd'hui. C'est quoi votre futur? Comment vous vous imaginez? C'est quoi vos objectifs à long terme? Un objectif professionnel précis? Est-ce qu'il y en a? C'est sûr. On évolue toujours. Que vous pouvez nous partager, évidemment. Là. Je trouve que le genre de musique que je fais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est important qu'il soit établi. Là, on est privilégié au Collège Saint-Sacrement de m'avoir. Donc, ça veut dire oui. Cette place-là existe. Puis ça me parle qu'un milieu... moi, je trouve que sur un milieu d'école, ça parle qu'un milieu veut grandir, mais ça a un effet aussi social. Parce que vous êtes à l'école ici, mais vous sortez de l'école aussi, vous avez un impact à l'extérieur également. Donc, que ce genre de pratique ou d'évolution qu'on a puisse faire des petits, puis ça aille ailleurs également. Ça, je pense que ce serait vraiment quelque chose, une utopie que moi j'ai, que d'autres écoles ont ce genre de service, puis qu'on a un impact. Parce que la génération, on dit souvent, l'avenir est à la génération actuelle. Donc, vous, aux enfants, comme on dit, vous n'avez pas des enfants, là, mais aux enfants, mais c'est ça l'impact. Je pense le vrai travail qu'on agit auprès de vous, puis que vous êtes capable de grandir, puis de faire une différence. Maintenant, mais la différence, ça va grandir aussi à l'extérieur et plus tard aussi. C'est vraiment... C'est ça mon utopie. C'est vraiment quelque chose
nous, je crois pas qu'on comprenne à date, là. Tout ce qu'on vient de... Ben, mais On le comprend à on le notre comprend, mais niveau. Tu sais, on le à notre comprend niveau, avec mais je crois notre qu'avec manière de le voir les temps, choses. oui, de ce que j'ai compris, tout ce que nous avez dit, c'est qu'avec le temps, si on persiste, ça va arriver. Comme Oui. le fait d'être agent d'inclusion, je reviens sur le fait que c'était pas un métier qui date d'il y a longtemps. Exact. Et c'est ça, vous vous demandez comment je vais faire pour regrouper tout ce que j'adore, tout ce que j'aime en un seul métier. Mais avec le temps, c'est apparu. Ouais. Et vous avez pris cette chance. Et c'est ça que je trouve vraiment beau. C'était votre patience. C'est le fait que vous avez attendu. Le fait que vous n'aviez pas abandonné au fait que, oh, il n'y a rien, alors je vais peut-être Exact. passer à autre chose. Vous avez persisté. Je trouve ça vraiment beau. Et je voulais justement vous demander, est-ce que vous auriez des conseils pour d'autres élèves qui seraient dans la même situation que vous en ce moment? D'avoir qui- plein d'intérêts, puis Exact, plein d'intérêts. comment genre, mettre ça les tout le joindre monde, tout le monde ensemble. Ben, de ne pas avoir peur d'avoir plusieurs intérêts. Parce que moi, je trouve que c'est intimidant parce qu'on a souvent une idée de il faut faire qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui existe déjà. Tu as le droit de te réinventer. Puis ça, c'est important de savoir qu'est-ce que tu aimes parce que qu'est-ce que tu apportes au monde aujourd'hui. Peut-être que tu n'en rends pas compte à 15-16 ans, là, mais ça va avoir un impact aussi plus tard. Parce que tu es là pour une raison, tu vis pour une raison. Ouais. Puis ta contribution à notre société, elle est importante. Donc, tes centres d'intérêt, là, ça pour rien que tu les as. Puis il faut se rendre compte que, comme vous, nous autres, peut-être que dans le futur, il va en avoir... Ben, peut-être. C'est clair que dans le futur, il va en avoir des nouveaux métiers un peu dans ce genre-là qui n'existaient pas avant avec l'apparition de nouvelles technologies, Tout à l'intelligence fait. artificielle, puis évidemment l'inclusion qui n'arrête de grandir. Puis Exactement. La société évolue, puis on parle d'évoluer, d'inclusion pour exactement. moi, mais Oui. n'importe quel champ d'intérêt, il y a de la place pour se réinventer. Fait que ça, le petit conseil, Ouais. là, dans ce sens-là que j'ai, c'est ça. Mais c'est une Faut belle avoir peur, conclusion. c'est ça. Merci beaucoup, Un gros franchement. merci. Merci beaucoup Avec pour être venu, pour avoir pris le temps d'être avec nous. Et chers téléspectateurs, un épisode, comme on dit, insane vous attend. Alors restez avec nous et partons nos discussions. XPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, ok, c'est l'Express. Donc, bonjour tout le monde à la maison. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec de merveilleux invités. Et ici, on est pour parler de pourquoi l'entrepreneuriat social prend un rôle important dans notre société pour aider aux enjeux concernant les personnes noires. Veux-tu commencer, Manuel? Non, je vais vous laisser commencer parce que vous êtes nos invités très chers et j'ai vraiment hâte de vous entendre parler. Parfait. Donc, voulez-vous commencer? Ben oui. Alors, je présente Descharline Cadet, directrice de projet de développement entrepreneurial à Audace au féminin. Pour ma part, je suis Vanessa Pierre-Louis, donc agente en inclusion au collège ici. Donc, j'ai de belles conversations d'inclusion entre vous par rapport à l'inclusion. Est-ce que vous avez des enjeux importants concernant justement les personnes noires, concernant l'entrepreneuriat social ici dans la société? Wow! Des enjeux importants, ça, il y en a. Il y en a énormément, mais premièrement, ce qu'il faut comprendre aussi de l'entrepreneuriat social, à l'inverse de l'entrepreneuriat classique, c'est qu'on est là pour aider une cause en particulier. Donc, quand on parle d'une cause, ça peut être une cause dans la santé, une cause dans les services sociaux, dans l'éducation, une cause pour contrer les inégalités, et ainsi de suite. Donc, Audace féminin, c'est une OBNL qui a pour mission de mettre en lumière les femmes noires qui brillent dans l'ombre. Donc, cette cause sociale-là avait pour but de, souvent, les femmes noires, où on est dans une intersection entre être femme, puis être noir, soit de couleur de peau ou d'origine, fait en sorte qu'on était invisibles. On n'avait pas cette visibilité-là, que ce soit au niveau de la santé, de l'entrepreneuriat, des finances. C'était juste l'accès à un financement pour un projet d'entreprise. C'était pas nécessairement au même niveau d'égalité qu'une personne blanche qui pourrait déposer une demande pour diverses raisons. Donc, Audace féminin a vraiment pris cette mission à cœur pour dire, écoutez, nous, on va mettre en lumière ces femmes noires qui brillent dans l'ombre, ces femmes-là qui excellent dans leur domaine d'activité, puis pas juste domaine proprement dit, pas la santé ou cosmétique. C'est vraiment ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, ceux qui sont dans les STEM, les scientifiques de ce monde. Donc, l'entrepreneuriat social pour Audace féminin, c'est de dire que oui, parfait, on a une OBNL, on a des activités en entrepreneuriat, on a des programmes de mentorat, mais le but de tout ça, c'est pour aider à la cause de mettre en lumière ces femmes noires-là. Et mettre en lumière cette femme demande aussi
comment je pourrais dire, qu'on soit en mesure d'aller avec différents organismes de financement, par exemple, leur montrer que, écoutez, il y a des beaux projets d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là ne peuvent pas avoir le financement nécessaire? Ou tout simplement d'aller auprès du gouvernement, ce qu'on appelle faire du lobbyisme, pour dire, écoutez, quels sont les projets en entrepreneuriat qu'on a pour les communautés noires? Puis qu'est-ce qui touche la communauté des femmes noires? Donc, c'est vraiment dans tout cet aspect-là qu'on travaille pour essayer de, oui, on parle d'équité, mais beaucoup de parler d'inclusion. Qu'on soit inclus dans les politiques, qu'on soit inclus dans la recherche de financement, qu'on comprenne un peu aussi la culture noire. Elle est vraiment différente. Puis même dans la communauté noire, il y a plusieurs petits segments qui sont différents. Donc, c'est ça. Donc, l'entrepreneuriat social, Beaucoup d'informations. c'est beaucoup d'informations. Puis, on pourrait faire un livre dessus même. Parfait, mais est-ce que vous avez, vous, des choses à ajouter sur l'entrepreneuriat social? Comment ça peut venir aider? Bien, je trouve ça intéressant d'aborder le point de l'intersectionnalité. Parce qu'on parle d'intersection, c'est souvent les angles morts qu'on ne voit pas, comme une personne peut vivre. Puis d'avoir un organisme comme vous faites avec l'audace féminin, c'est vraiment de pouvoir voir ces angles morts-là, pour avoir une discussion ou bien des outils, des ressources qui peuvent aider justement quand on ne voit pas ces difficultés, parce qu'on pense que la personne rentre dans un moule carré qui lui fait pas, en fait, parce que quand on manque de visibilité, c'est à cause qu'on n'est pas reconnu ou nos besoins ne sont pas vus et reconnus par le gouvernement, par le système. Donc, avoir des organisations comme ça aide justement à voir ces angles morts-là que le gouvernement peut-être ne pense pas ou ne voit pas, puis ça nuit à la croissance d'une personne qui veut grandir dans n'importe quelle sphère d'activité. Donc, je trouve vraiment intéressant que c'est vraiment cet angle-là que vous avez avec l'intersectionnalité. Puis c'est quelque chose qu'on parle en inclusion, mais que c'est vraiment un angle qui est important de considérer, parce qu'on va voir une personne comme tout le monde à cause qu'elle a certaines différences, disons, ou encore des défis différents. Quand on comprend les défis que les personnes vivent, on peut voir et être plus inclusif, mais aussi apporter plus à la communauté, parce qu'en bout de ligne, là, le résultat de tout ça, l'inclusion fait qu'on grandit tous en tant que société. Donc, quand tout le monde met sa main à la pâte pour faire grandir notre communauté ou notre société en général, tout le monde y gagne. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce regard-là, je pense. C'est vrai. Puis moi, honnêtement, je trouve ça super qu'il y a plus d'organismes comme ça qui commencent à grandir au Québec. Et, C'est très inspirant, moi, je trouve. Surtout, je suis pas noire, personnellement, on peut voir. on peut le voir. Mais comme une femme, je trouve ça quand même très intéressant qu'il y ait plus d'entreprises qui se créent, qui vont valoriser plus, à mettre en valeur les personnes qui sont moins en faveur de faire, mettons, une certaine job, quelque chose. Je trouve ça très... très... Inspirant. Inspirant, oui. Très inspirant, oui. C'est ça que je cherchais. Puis c'est ça. C'est très inspirant, moi, je trouve. Et est-ce que comment vous pensez que le futur l'entrepreneuriat social, comment peut emmener notre futur aujourd'hui avec tout ce qui est personnes noires? Est-ce qu'on va amener dans un futur lointain, tout le monde va être traité égal, tout le monde, est-ce qu'il va toujours avoir des petits problèmes quand même? Oui, je pense qu'en termes de société, on va toujours avoir des défis qu'on va rencontrer. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. La question, c'est de savoir comment on peut arrimer le tout pour qu'on puisse tous vivre ensemble. C'est plus le défi, parce que la diversité, c'est une grande richesse. Donc, si on est tous homogènes, ça serait très plate. Oui, c'est très, très plate. Puis, ce que je veux même ajouter à ça, c'est que, tu sais, si on prend juste la cause des femmes au Québec, ça a pris combien de temps avant? Et même là, et même encore aujourd'hui, elle n'est pas 100% comme on le voudrait. Donc, la cause des personnes noires va prendre encore beaucoup de temps. Tu sais, il a fallu le décès, le meurtre de George Floyd pour que toutes les sociétés partout dans le monde puissent se dire, OK, assez, c'est assez. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Donc, moi, je crois personnellement que dans un futur lointain, il y a certains débats qu'on n'aura plus nécessairement parce que des organismes comme Audace Féminin puis comme d'autres organismes que je connais font le travail de s'assurer qu'à tous les niveaux, ça veut dire de manière micro chez soi jusqu'aux manières macro par les gouvernements, qui puissent avoir toujours ce regard, cet œil, cet objectif de « Oh, mais il n'y a pas juste la société majoritaire, mais il y a aussi tous ceux qui sont marginalisés. » Donc, il y a les femmes noires, il y a la communauté autochtone, il y a la communauté LGBT. Donc, il y a tellement de petites sphères. Moi, ce salon. C'est au niveau de l'impact social que ça a dans la société. Donc, plus que l'impact est important, plus que l'impact, on a des données sur les impacts,
ben, plus on est capable de dire, ben, on fait un changement dans notre société. Mais combien de temps ça peut prendre? Écoute, j'espère que ça ne prendra pas un autre 20-40 ans, parce que là, ça en fait sera beaucoup. un peu long. Ouais. Ça en fait long, mais moi, je pense que le travail se fait. Tranquillement, pas vite, le travail se fait, puis on commence à le voir. Puis ce travail-là, je pense que dans le long terme, ça va apporter une grande richesse de façon sociale, parce qu'on va arrêter de limiter les gens pour ce à quoi ils représentent, mais plutôt amener de l'avant qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la communauté, Exactement. qu'on contribue. Puis cette force-là, on tend vers là, mais c'est ça que le C'est futur. Pas qu'on soit pareil, mais qu'on soit nos différences, ça permet de grandir, c'est ce que je pense. Puis même, je pense aussi on a beaucoup dit, mais on veut pas aussi enlever tout ça. On veut aussi garder notre culture, garder la culture de tout. On veut pas effacer une personne au complet. Exactement. Donc, c'est quand même un gros enjeu. T'en Mais- penses quoi? Comme vous avez dit tantôt, avec le fait que ça prend plus longtemps maintenant, je crois qu'avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, puis tout ça, vraiment, ça l'aide à démontrer qu'est-ce qui se passe vraiment, puis à faire comprendre les personnes qui sont peut-être plus fermées de vraiment ce qui se passe dans la société. Parce que j'imagine quand il y avait tout le mouvement avec les femmes, ça a pris autant de temps parce que tu voyais ça des fois sûrement dans les journaux, mais on n'avait pas les plateformes, fait que tu sais, ça l'aide. Et surtout les organismes comme vous avez, ça l'aide sûrement genre, vraiment beaucoup à ouvrir les personnes, puis c'est ça. Je crois que ça va changer plus vite, mais non plus, il ne faut pas que ça change trop vite, parce que sinon ça pourrait, comme si ça change trop vite, ça pourrait apporter un autre problème plus tard, ou faire que ça va faire un effet boule de neige, admettons. Fait qu'il faut que ça prenne son temps, mais pas trop son temps. Oui, exactement, clairement. Mais c'est sûr que les médias sociaux, oui, ça aide. Ça aide à porter la cause parce que là, présentement, je veux dire, le reach pour atteindre la population générale est beaucoup plus rapide. Cependant, où il faut faire le couteau à double tranchant, c'est de la mauvaise information. C'est d'être capable aussi ensuite de ça, de départir du vrai, du faux. C'est très facile aujourd'hui de faire ça. C'est ça. Donc, on n'est jamais sûr, est-ce que l'information était bonne, est-ce que je dois rechercher ou quoi que ce soit. Mais comme on dit, ça fait partie de l'évolution humaine, ça fait partie de l'évolution de notre société. Donc maintenant, c'est à nous en tant qu'organisme aussi, mais aussi en tant que citoyens, de faire la part des choses. Puis s'il y a une information qui est fausse, c'est d'être en mesure de la dénoncer. Souvent, ce qui ne se fait pas, c'est de dénoncer de la mauvaise information. C'est de dénoncer que non, ce n'est pas comme ça que ça s'est dit ou ce n'est pas comme ça qu'on le comprend pour réajuster le tir. Mais bon, comme on dit, on apprend derrière tout ça. Il y a tranquillement du chemin qui se fait. Des podcasts comme le vôtre, ben, c'est un début. C'est un début, des émissions spéciales comme ça. C'est un début pour essayer de comprendre le regard de l'autre. Puis, tu sais, de tout simplement d'être ouvert, là, tu sais, à la fin de la journée. Donc, ouais. Mais je vais vous arrêter là. C'est de très belles informations qu'on a reçues, justement, sur l'entrepreneuriat social. Et maintenant, on va passer à plusieurs autres discussions super enrichissantes. Donc, restez avec nous. XPRSS, c'est l'Express. EXPRSS, c'est l'Express. EXPRSS, ok, c'est l'Express. EXPR. Et bienvenue à cette deuxième discussion de notre épisode extrêmement spécial du Bunker. Là, on a avec nous de nouveau Madame Pierre-Louis, Élodie, mais également une autre invitée. Marilyn Mahoutière de Marilyn Signature. Dans le fond, moi, j'œuvre dans le monde événementiel depuis déjà 18 ans. Ça ne me rajeunit pas, mais bon. Donc, c'est ça. Fait que moi, je suis une passionnée de l'événement, une passionnée de la planification, de l'organisation événementielle, que ça soit au niveau mariage, que ça soit au niveau corporatif. Je fais de la télévision aussi, je fais partie des marieuses. Je suis chroniqueuse à la radio, donc je sais exactement votre stress que vous vivez présentement. Donc, je suis sur beaucoup de projets. Je suis membre du conseil d'administration de la ville de Repentigny aussi. Donc, je suis très impliquée. Je suis sur le conseil d'administration de l'école de mes enfants. Donc, c'est ça. Ouais, j'ai beaucoup de chapeaux. C'est quelque chose, c'est ça. Alors, les filles, notre sujet pour cette discussion, c'est les enjeux dans le monde des affaires pour les personnes noires. Je vous laisse la parole. Ben, moi, j'ai fait des recherches, tu sais, évidemment. Je fais pas partie de la communauté. J'ai commencé à faire mes recherches là-dessus par rapport à la question du bunker, puis j'ai été choquée par les statistiques. J'ai lu des trucs comme en 2015 que il y avait au Québec là, 15 000 $ de moins en moyenne
par rapport les personnes blanches versus les personnes noires, que l'accès au financement pour des projets pour les personnes noires était beaucoup plus difficile pour la communauté. Et puis j'ai lu plein de statistiques qui m'ont vraiment choquée. Vous, comment vous avez fait pour, percer dans ces milieux-là? C'est quoi les enjeux que vous avez rencontrés? Moi, ça m'a tellement touchée, puis ça m'a... j'avais les larmes aux yeux, je comprenais pas pourquoi, surtout au Québec, puis on est une communauté au Québec qui est très, très ouverte d'esprit. Expliquez-nous comment vous avez fait, c'est quoi les enjeux, là, qui sont arrivés? Premièrement, moi, tu dois comprendre que je œuvre dans le milieu événementiel. Ouais. Le milieu événementiel, c'est un milieu qui est très tape à l'œil, qui est très chaud, qui est très bling-bling, qui est très pour un genre de standard. Comment je pourrais expliquer? Donc, moi, la personne noire qui veut percer en 2005, on est en 2024, donc ça fait quand même longtemps. En 2005, j'arrive avec mon idée que je veux partir ma business, puis je veux vraiment du haut de gamme. Moi, je veux rentrer dans les grandes salles de réception à Montréal, comme le Ritz-Carlton. Et là, exactement, l'ambition est là depuis le début. Et lorsque je rentre dans les salles, on me regarde de la tête aux pieds pour me dire « Qui es-tu? » Ça, c'était ma réalité. Oh, mon Dieu! Ouais. Et lorsque j'emmenais des clients, ils me disaient, Marlène, étant donné que, est-ce que tes clients sont haïtiens ou africains? Je dis oui. Il dit, ben écoute, étant donné que c'est haïtien, malheureusement, il faudrait payer 2 mois avant. Donc, j'ai fait face à plusieurs embûches et beaucoup de découragement, où ce que mes parents n'y croyaient pas non plus, parce qu'ils disaient, Marlène, le monde au Québec n'est pas prêt à te recevoir, tu n'as pas ta place. Ah, Donc, de se faire dire ça, oui, de ses parents, là. Donc, c'est intense, là. Fait que si tes parents ne croient pas à toi, ben c'est ça. Si tes parents ne croient pas en toi, comment toi, tu peux faire pour t'encourager toi-même? Ben oui, c'est clair. Ça n'a pas été facile, sauf que je suis quelqu'un de quand même assez déterminé, malgré les embûches. Donc, c'est sûr que je crois que c'est une force de résilience qu'il faut développer chez nous. OK, en tant que personne noire. C'est un niveau de résilience où il faut fermer les yeux et continuer d'avancer, continuer de briser les plafonds de verre parce que on a le droit, on n'est pas des personnes de... Oui, on est des personnes de couleur, mais à la fin, on est des personnes humaines à la base. Donc, on a le droit d'avoir des idées, on a le droit d'être créatif, on a le droit de créer notre place, d'avoir notre place, puis de parler fort et de prendre sa place. Moi, c'est comme ça que j'élève mes enfants, c'est ça que je leur dis. J'ai dit, arrêtez de vous étouffer, arrêtez de vous cacher. Ouais, soyez là. Ouais. Soyez là. Soyez là. Même si vous pensez que personne vous écoute, il y a quelqu'un quand même quelque part qui va vous entendre puis qui va vous ouvrir la porte. Moi, c'est une autre forme d'injustice qu'on voit pas justement dans les lectures, dans les statistiques. C'est une injustice qu'on perçoit plus soi-même, comme vous dites, que vous vous sentiez pas la bienvenue. Ouais. Ça, c'est une injustice. Mais il y a Puis deux aussi, manières de voir les choses. Hein? Je m'excuse de te couper. Ben non, il n'y a pas de problème. Il y a une manière de voir les choses où on peut le voir le verre à moitié vide, puis là, on chiale notre vie, puis on fait rien. On peut le voir à moitié plein, puis je suis déjà rendue à moitié chemin. Fait que là, comment je fais pour continuer? Moi, j'ai décidé de le voir à moitié plein. C'est mon choix. D'avoir plus de motivation. Moi, là, ça m'a motivé plus. Ah ouais. Moi, là, je suis dit, ah ouais? OK, attends. Fait que moi, ce que j'ai décidé, c'est de laisser mon travail parler de lui-même. J'ai bouché. J'ai pas eu de subvention. Moi, là, je me suis mariée en 2003, puis j'ai parti ma business en 2005, puis j'avais une hypothèque à payer. J'ai lâché ma job à temps plein pour que je puisse me concentrer à faire ma business. Wow. Ça a été des gros sacrifices, des gros choix de vie, que ce soit au niveau financier. Et mon mari m'a épaulée là-dedans pour me dire, Marlène, tu te lances, on y va full pin. Est-ce que ça a été facile? Non. J'ai eu de la maladie là-dedans, je n'étais pas capable de faire des enfants. En tout cas, j'ai eu tellement d'histoires par rapport à tout ça. Naturel aussi. Exactement. Oui, mais quand tu parles, mettons, quand tu entends les motivateurs parler comme Oprah ou Michelle Obama, tout ça, ils te disent toujours, il n'y a aucun succès qui arrive sans histoire. Fait qu'aujourd'hui, d'être assise là puis de partager mon histoire, ben, c'est parce qu'à quelque part, oui, j'ai atteint le succès, mais en même temps, il y a une histoire derrière ça. Puis ça n'a pas été facile. Fait que moi, je souhaite à tous les jeunes d'avoir une histoire à raconter pour justement atteindre leur succès. C'est ça. C'est cette fameuse histoire que on réalise, on fait tellement d'efforts pour arriver à un objectif, mais en fait, c'est pas l'objectif qui devient important, c'est le chemin que tu t'es rendu. Exactement, le chemin qu'on a utilisé, tous les sacrifices qu'il a fallu faire, peu importe qui on est ou d'où on vient, c'est toujours ça qu'il faut faire pour arriver à ce qu'on veut réellement, parce qu'il n'y a jamais eu de succès sans sacrifice, il n'y a jamais eu de victoire sans perte. Voilà.
C'est voilà. beau, c'est Voilà. une belle manière de voir Ouais. les choses, mais en même temps, je me dis, comme, pourquoi c'est plus difficile pour certains d'entre nous, tu sais. Il y en a que ça va être beaucoup plus facile. Oui, c'est sûr qu'il y a des trucs que la vie nous envoie, puis que peu importe notre couleur de peau, peu importe notre ethnicité, on peut pas contrôler, mais que une personne noire doit plus être motivée, mais c'est une belle chose, mais en même temps, c'est plus d'énergie, c'est plus de temps, c'est plus d'argent, c'est plus de plein de choses qu'une personne blanche n'aurait pas à, C'est ça, T'as tout compris. à démontrer. Mais c'est beau, mais ouais. Ouais, j'allais dire, dans le sens, c'est une difficulté parce que les personnes racisées ou marginalisées vont faire face à des préjugés qui leur appartiennent même pas. Donc, avant de rendre une place, ouvrir une porte, il y a des préjugés qui sont déjà établis. C'est De ça. façon sociale, tu parlais tantôt que il y a une façon de voir que la discrimination est comme, on la comprend pas, elle n'est pas tangible parce qu'elle est insidieuse. C'est Mais un ressenti de c'est la un ressenti, personne. mais ouais. c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'elle n'existe pas. Donc, frapper ce mur-là, c'est difficile. Mais en même temps, une personne, on va dire, qui a pas ce genre de défi-là à rencontrer, on passe déjà à la prochaine étape de ses compétences. Exactement, Donc, on il y a une la étape de moins. à Ouais, passer. c'est exactement ça que... Tout à fait. Puis quand on arrive à dépasser ça, comme ça a super bien expliqué dans ton histoire, c'est que tu passes à travers ça, puis tu continues à avancer, tu continues à rêver, tu continues à espérer, tu continues à vouloir plus que qu'est-ce qu'on t'offre ou qu'est-ce que les gens te donnent, parce que ça fait juste prendre qu'est-ce qu'on te donne. Tu vas aller chercher qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une C'est force. beau. Mais C'est beau. c'est une force, mais il faut le garder en tête que ces préjugés-là, ils vont finir par tomber, mais que ta personne est plus importante que ces préjugés, donc fonce. Donc ça, c'est important, puis ça, je pense que c'est un peu ce qui explique ces défis-là. On ne peut pas s'arrêter à ces défis, parce que sinon, on se plaint à moitié vite, comme ça a expliqué tantôt. Ouais. On se plaint, mais la vie est bien plus belle que ça. Il faut aller plus loin, on est là ouais. pour une raison, donc allons-y. Là. Ah ouais. hein. Puis sachant qu'on part nous, on part pas à zéro. Tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui partent tout à zéro, blanc, on peut dire. Nous, on part à moins 20. C'est ça, c'est Nous, on part à exactement moins ça, 20. c'est l'étape de Puis moins. puis- mais moi, c'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, toi, tu pars pas à zéro, tu pars à moins 20. Moi, je suis pas héritière. Ce que tu as aujourd'hui, je l'ai travaillé. Ouais. J'ai pas un parent qui a un, je sais pas quoi, là, quelque part. Là. Non. Je travaille pour ce que je peux t'offrir aujourd'hui. Donc, toi aussi, à ton tour, tu vas travailler. Moi, je te donne la base, mais la base ne te donne pas le droit d'arriver à zéro. Tu es à moins 20. Après Ouais, ça, il faut que tu te rendes à zéro. Et Puis là, après, tu commences. au-delà encore. Exactement. Ouais. C'est une réalité de vie. Je suis impliquée dans plein d'organisations à but non lucratif qui est pour les Blacks à Montréal. Ouais. Puis tout le monde, on milite toutes quelque part pour la même raison, mais de différentes manières. Ouais. Puis ma part à moi, c'est de m'impliquer là-dedans, d'impliquer ma business là-dedans. Donc c'est le fun parce que je me fais de l'argent, mais en même temps, je milite avec ces organisations-là pour justement créer de la place pour les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes de demain aussi. Donc, c'est de toujours regarder vers la lumière, de toujours espérer. Puis c'est comme ça qu'on vit, dans le fond. Je ne sais pas si je devrais dire survie. Parce qu'on est tellement fatigués. Je suis fatiguée aujourd'hui, je vous le dis, je suis fatiguée. Mais ça en a valu la peine. Mais ça a valu la peine. Ouais. C'est ça, ça a valu Ah, la peine. c'est Puis beau. est-ce que la guerre, est-ce qu'on a gagné la guerre? Je ne pense pas. Mais je peux vous dire qu'on a gagné quelques batailles, par contre. Ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la télévision, par rapport à... Même moi, quand j'arrive pour faire des événements dans des grandes salles à Montréal, où ce que toutes ces organisations-là qui organisent, que ce soit Windsor, la Place des Arts, le Ritz-Carlton, jamais de la vie, j'aurais pensé en 2005 que quelqu'un m'aurait dit, Marilyn, inquiète-toi pas, en 2024, tu vas être au Ritz-Carlton puis tu vas rentrer là comme chez vous. J'aurais jamais cru ça. J'ai dit, ben voyons, dans quel livre que c'est écrit ça? Tu sais, moi, je me demande, genre, les enjeux que vous avez reçus dans ce beau parcours-là, mais difficile, certainement, à un moment donné, vous êtes dit, ben, je vais peut-être changer d'idée, je vais aller ailleurs, je vais aller en administration, en peu importe. C'est quoi le carburant qui a fait, non, je continue? Puis est-ce que c'était Ma les frustration. enjeux? Ouais, est-ce que c'était les enjeux par rapport à la communauté ou c'était plus personnel? C'était quoi? C'était vraiment plus au niveau, pas personnel, mais je te dirais plus pour mes enfants, pour les jeunes de mes amis. L'inspiration. L'inspiration. Ouais. Fallait La que je lègue quelque chose. Il faut que je laisse mes traces. Il faut que je me batte pour ces jeunes-là parce que si moi, demain matin, je quitte, ben, il faut qu'un noir puisse rentrer au Ritz-Carlton. Ouais. OK. Il faut que quelqu'un... Pourquoi qu'un blanc aurait le droit de rentrer et pas un noir? Je suis désolée, on a le droit. Ben oui. Fait que- Puis vous devriez avoir le droit
pour la même quantité de travail. Ouais. Tu sais, pas juste avoir le droit, oui, d'avoir le droit de rentrer, mais d'avoir le droit parce qu'il y a eu le même parcours. Bon, personne n'a le même parcours, mais un parcours équivalent. Ouais, Exact. Équitable aussi. Équitable. Oui, exactement. Équitable, équitable. Puis, je suis contente parce que, sérieusement, d'une note positive, là, il y a une grande évolution qui s'est faite. Mais on lâche pas. Non, c'est ça. On lâche pas. On lâche Il y a pas. encore beaucoup de travail à faire. Puis en même temps, qu'est-ce que ça explique aussi, je pense qu'il y a quelque chose que c'est plus grand que nous, puis qu'on arrive à se rendre compte que l'impact qu'on a dans le monde dépasse notre propre personne, puis c'est pas personnel, puis ça a une influence sur la communauté, puis la communauté, toute la communauté, je parle pas d'une communauté précise, mais toute la communauté, c'est un plus qu'on a. La société. Exact. La société. La voilà. société. La société. Donc, c'est quand on réfléchit comme ça, on se dit, OK, on y va, parce que Oui. ça vaut la peine. Wow, Puis c'est- si chaque personne fait sa part, Oui. on va finir par y arriver. Un jour. Mais c'est beau! C'est vraiment quelque chose de tout ce que vous avez dit ici, tout ce qu'on vient juste de vivre, c'est vraiment inspirant pour moi, pour nous, pour tous ceux qui regardent l'épisode en ce moment. Et je veux juste pointer quelque chose avant qu'on finisse parce qu'on est comme un peu en train de perdre. On manque On un a peu de temps, dépassé le là. temps. Un tout petit peu, mais ça valait la peine. Moi, ce que je veux qu'on finisse et qu'on se souvienne de cette partie de l'épisode, c'est que peu importe, comme je l'avais dit tantôt, peu importe d'où tu viens, peu importe la couleur de ta peau, peu importe qui tu es, tu ne vaux jamais rien. Il n'y a personne dans ce monde qui ne vaut jamais rien. Tout le monde va partir, que ce soit à 0, comme ça a dit, que ce soit à -20, que ce soit à -1000. On va toujours arriver à notre but si on persiste, si on est constant. Peu importe les obstacles que la vie, que la société, que peu importe qui nous pose sur notre chemin, on va être capable de les surpasser parce qu'on sait que nous, on vaut plus que les préjugés, que les stéréotypes, que tout ce qui est négatif et qui penserait pouvoir nous empêcher de faire un pas en avant. Cette Exact. énergie-là de motivation, c'est ça qui donne la force. Ah ouais. Tu sais, à n'importe qui, c'est beau. Moi, je souhaite à tout le monde de la drive. Ouais, exactement. C'est C'est ça, la l'énergie. drive. Le drive, Ouais, la c'est vraiment ça drive. qui Ouais. définit Je cette souhaite à tout le monde de la énergie-là que drive. Alors, je voudrais vraiment vous remercier à toutes les trois pour cette magnifique Ça fait discussion. plaisir. Et allons à notre prochaine discussion. XPRSS, c'est l'Express. EXPRSS, c'est l'Express. EXPRSS, ok, c'est l'Express. EXPR. Donc, rebonsoir à tous à la maison et bienvenue pour cette troisième discussion de la soirée. Donc, on va directement commencer. Je vais laisser notre invité se présenter. Donc, Gustave Roel, je suis le PDG du Réseau du sport étudiant du Québec. Donc, merci beaucoup d'être avec nous pour une discussion. En fait, une question simple, mais complexe par sa manière de comment la régler. Donc, comment pouvons-nous rendre le milieu du sport étudiant plus inclusif pour la communauté noire, mais aussi les personnes discriminalisées en général? Donc, on pourrait commencer avec le plan d'action qui a été mis en place. Tout à fait. Donc, on a profité pendant la pandémie. Vous savez qu'il n'y a pas eu de sport. On a été vraiment tout le monde arrêté. Et on a pris ce moment-là pour faire 4 chantiers. On a mené 4 chantiers de front. Donc, le volet du RSS en était un. La place des femmes dans le sport était le deuxième. La communauté LGBTQ, la troisième. Et les gens avec une limitation. Fait qu'on s'est dit, on va aller de front, mais on va chaque chantier le faire séparément et voir qu'est-ce qui va en ressortir. On a réuni plus de 260 personnes qui étaient intéressées par ces éléments-là, soit des gens du réseau du sport étudiant, mais aussi des gens de l'externe. Hein. On ne s'est pas juste basé sur notre nombril, on s'est dit on va aller voir qu'est-ce qui se fait à l'externe, puis c'est quoi les enjeux. Donc, on a fait des rencontres de demi-journée avec ces groupes-là pour venir faire émerger un peu les problématiques, les enjeux. Et on a mis en place un sondage, et donc techniquement, vous l'avez peut-être vu passer, un sondage qui a été fait pour l'ensemble des étudiants au Québec, dans lequel il y a plus de 6000 jeunes qui ont répondu à ce sondage-là. Donc, c'était très libre. Oui. Les gens le faisaient s'ils voulaient le faire ou pas. Et ce sondage-là a été lancé, pas juste à ceux qui font du sport, mais à toute personne. Parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui arrêtent de faire du sport à cause de... Donc, on l'a fait de façon très large. Donc, il y a eu un sondage, il y a des données qui sont ressorties. On a rassis encore ces gens-là pour voir, OK, à partir de ça, on fait quoi? Et ce qui est intéressant, puis je trouve ça le fun d'être dans un établissement d'enseignement, c'est que c'est l'élément d'éducation qui est ressorti comme trame de fond.
OK. de dire on ne veut pas nécessairement des sanctions, on veut faire en sorte de changer la société de demain. La mentalité, un peu. Exact, donc d'aller vers l'éducation. Et le plan d'action est sorti depuis le mois de mai passé. Et donc, ce plan d'action-là a 3 axes importants dans le réseau. OK. Le premier, c'est de mobiliser les partenaires. Donc, on n'est pas les seuls à être interpellés par cette situation-là. Donc, comment les partenaires, les fédérations sportives, les organismes qui s'intéressent, comment on peut travailler ensemble dans ce contexte-là. Ça, c'était le premier contexte. Le deuxième, c'est tout le volet de qu'est-ce qui existe déjà comme réglementation, qu'est-ce qui existe comme outil, donc faire cet inventaire-là, faire des modifications. Et le troisième, c'était de faire des interventions plus publiques, donc je dirais des campagnes médias associées à ces 4 chantiers-là. Des affiches dans les écoles. Par exemple, ou même, voyez-vous, demain, on a une rencontre avec un ministère, possiblement pour une campagne nationale sur le racisme au Québec. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut l'aborder. Et ce qu'on a retrouvé, ou qu'est-ce qui est ressorti de ce plan d'action-là, comme je disais tantôt, c'était notamment la place des femmes. Donc, une femme racisée a beaucoup plus d'impact négatif dans sa vie. Une femme, par exemple, LGBTQ, une femme avec limitation. Donc, la trame de fond, elle est là. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de travailler les 4 chantiers séparément, mais là, c'est venu ensemble. Ça l'émerge ensemble. L'inclusion de tout le monde sur différents aspects comme tel. Donc, c'est un peu l'approche dans laquelle on se retrouve là-dedans. OK. Mais moi, je me demande si, justement, on cherche à la bonne place parce que moi, en tant que jeune, puis c'est vraiment mon humble avis, en tant que jeune qui vit, justement, la communauté étudiante au Collège Saint-Sacrement, puis c'est sûr que je l'ai juste vécu à une place, je me demande si c'est réellement l'éducation qui va changer la donne parce que je pense pertinemment que chez les jeunes, qu'est-ce qui apporte réellement des changements? C'est des changements qui viennent du fond d'eux-mêmes. Je pense que la discrimination a lieu énormément dans les écoles, puis surtout au secondaire, à mon avis, parce qu'on est en train de se construire, puis on est en train de se dire, de se poser des questions sur soi-même, fait qu'on est plus susceptible, puis évidemment qu'on est plus susceptible, ben, ça va ensemble, tout le monde va se sentir dans un milieu un peu moins inclusif. Puis je me dis, est-ce que réellement Puis je pense que le plan d'action, c'est une super bonne stratégie, mais est-ce que réellement on cherche à la bonne place de manière à dire que c'est en éduquant qu'on va vraiment atteindre une nouvelle manière de voir les choses? Moi, je pense que surtout chez les jeunes adolescents qui sont têtus, qui ont leur manière de voir les choses, puis qui sont stickés, désolé le mot, mais qui sont stickés sur leurs idées, d'avoir un adulte supérieur qui va venir leur dire « pensez comme ça », je pense pas que c'est comme ça qu'on va réellement changer les choses, puis ça doit venir du fond de soi-même. Fait que je trouve ça intéressant que tu l'amènes parce que l'éducation n'est pas nécessairement par un adulte. Non. L'éducation peut être en travers les pairs. Dans le sondage, ce qui est ressorti, c'est que 65% des cas qui ont été répertoriés par des jeunes qui ont répondu au sondage venaient par des pairs, ne venaient pas par des adultes. Et les personnes les plus significatives pour ces jeunes-là, à presque 70%, c'était l'entraîneur de leur équipe. Ah, ça, alors, c'est sûr, ça a alors le plus gros c'est impact. ce rôle-là qu'on va essayer de travailler par rapport à comment on peut éduquer. Puis, si vous me permettez, je vais juste faire un exemple qui s'est vécu. Vous n'étiez pas né, là, mais moi, j'étais né à cette époque-là. Tout le phénomène du port de la ceinture. Hein, aujourd'hui, vous rentrez dans un véhicule, vous mettez votre ceinture, vous ne questionnez pas. Bon, à une certaine époque, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de ceinture. C'était même optionnel quand tu achetais un véhicule, est-ce que je veux ou pas des ceintures. Donc, vois-tu, c'est à ce point-là. on est parti là. On n'était pas nés, on le sait. Non, tout à fait. Et donc, à l'époque, les gens sanctionnaient beaucoup ceux qui ne mettaient pas de ceinture quand il y a eu le phénomène de ceinture. Puis, ils s'est rendu compte que ça ne marchait pas, les sanctions. Alors, ils ont travaillé sur quoi? Sur la nouvelle génération, sur vous autres. Oui. Donc, c'est vos parents mettent la ceinture parce que vous voulez mettre la ceinture. Donc, c'est une façon de changer la société. C'est rendu une habitude. Exact. OK, ça prend du temps, mais l'objectif dans la démarche qu'on fait, c'est de changer la société de demain. C'est là-dedans qu'on travaille. Parce que de travailler sur des sanctions, on en fait des sanctions, on a des règlements qu'on vient appliquer, mais c'est toujours, tu fais avec où on te sanctionne. Est-ce que c'est vraiment de l'apprentissage? À un moment donné, ça n'a plus le même impact, je pense, si c'est juste punitif, parce que... Exact. Que peu importe si tu es jeune ou moins jeune, à force de recevoir des punitions, tu vas juste faire
bon, c'est ça qui arrive, rendu là, c'est pas grave, je peux le refaire parce que c'est une punition, mais qui est pas si grave que ça. Puis Exact. même moi, j'ai remarqué aussi, je joue au soccer, puis c'est pas parce que, par exemple, on me donne un carton jaune que je vais arrêter de faire ça. Tu vas juste faire plus je vais attention, juste mais... Peut-être plus attention. Deux même jours après, que tu vas recommencer. Parfois, je comprends pas, donc ça me rend encore plus frustré, puis je vais encore plus en mettre. Ouais. Donc je pense pas que les sanctions, justement, c'est de dire arrêtez, t'as plus le droit de faire ça. Je pense pas que ça va nous dire, nous, en soi-même, on va plus faire ça. Mais je vous lance la question, c'est quoi qu'on fait, tu sais, dans le cas contraire, justement pour pas sanctionner, c'est quoi l'autre solution? Puis je pose la question, là, c'est quoi, par exemple, dans votre plan? Par exemple, quand on parle d'éducation, je disais Ouais. tantôt que l'entraîneur est une personne très significative. Oui, exactement. Dans bien des cas, les entraîneurs vont nous dire, oui, je reçois une plainte, mais je ne sais pas comment la gérer, je ne sais pas Ouais, comment c'est ça. agir. Donc, on va agir auprès de cet entraîneur-là sur la formation. C'est pour ça qu'on parlait de partenaires. Il y a des partenaires qui sont spécialisés. Spartide, par exemple, est un organisme qui s'occupe de ce genre de J'ai situation-là. même eu affaire avec eux une fois. Et donc, effectivement. on va servir de cette expertise-là pour former mieux nos entraîneurs à accueillir ce genre de situation-là. Ouais. Comment j'agis dans un comportement comme celui-là? Quel genre de mot est acceptable, non acceptable? Ça dépend des Ok. valeurs, de la culture de chacun. Donc, c'est là-dedans qu'on travaille en éducation. Et quand on dit éducation, je tiens à l'affirmer, c'est pas une décision d'adulte. C'est dans le sondage qui est venu à travers l'ensemble des jeunes qui nous ont dit ce qu'on veut, c'est de l'éducation. Parce que dans bien des cas, on est mal compris, ils ne comprennent pas notre situation, on ne sait pas trop à qui cogner, à quelle porte. Dans le pourcentage de tantôt, l'entraîneur arrive en premier, les parents en deuxième et les enseignants, en tout respect que j'ai pour les enseignants, c'est à 2 à 3 Ouais. Ouais. Donc, le jeune qui fait du sport n'est pas nécessairement à l'aise d'en parler avec un enseignant. Alors, comment Ben on peut créer cette dynamique-là C'est ça. pour qu'il y ait un accueil puis qu'on puisse s'en occuper, dans le fond? Hein? C'est de ne Ouais. pas le banaliser puis s'en occuper. C'est un peu la démarche. Puis je comprends aussi, Ouais, mais vas-y. je comprends aussi, si je prends l'exemple d'un idole, par exemple, il agit pas sur nous en nous mettant des règles, tu sais, mais juste d'avoir un idole, Ouais. de l'aimer, justement, on prend exemple sur lui, on fait comme lui. C'est ça qu'on veut aussi adapter, justement, Ouais. pour enlever la discrimination. Mais je pense pour les que c'est personnes. ça, quand je disais, tu sais, ça part de soi, les jeunes, c'est d'avoir entendu quelqu'un qui les inspire, justement, Exact. de dire « Ah, ben moi, je pense comme ça. » Fait que là, le jeune, il va se Un dire modèle, en fait. « Ah, je vais m'ancrer ça à l'intérieur de moi, puis moi, je vais m'inspirer de ça, exactement, un modèle. » Ça va Puis pas être je une pense que c'est obligation. réellement ça. Fais ça. Ouais, exact. Je pense que c'est ça qui va plus... pas attirer les jeunes, mais motiver les jeunes à penser différemment, inciter puis à réellement mieux faire. changer, puis veut pas, c'est nous la génération future, fait que changer la société. Je vais aller un peu dans Ouais. ce sens-là. Si l'entraîneur est capable de mieux gérer ce genre de comportement-là, si l'entraîneur est conscient Ouais. de la façon ouais. qu'il a à s'adresser auprès des jeunes, ben, ça aura un impact positif parce que la plupart des jeunes considèrent l'entraîneur comme étant une source importante de motivation. Alors, encore une fois, c'est quand on parlait d'éducation, c'est Ouais. pas être assis à l'école à entendre quelqu'un nous parler. Non, C'est ça, dans c'est le clair que ça quotidien rejoint comment mieux pas former les jeunes. gens. Ouais. C'est vrai qu'éduquer, c'est outiller aussi. Ouais. Ouais. Avoir ça. des outils pour pouvoir Exact. agir, avoir de meilleures façons d'agir, Exact. mais de savoir d'ouvrir son esprit à d'autres choses, ça permet de grandir Ouais. avec tout ça. Donc, c'est ça la base de l'éducation. là. Vous avez sûrement vu à la télévision et même dans les médias sociaux, puisque vous n'êtes pas très TV, mais médias sociaux, des annonces sur tout ce qui est au niveau du tabac, comme de facto, dégueu. Ouais. Oui. Ben, c'est le réseau On voit qui l'a partout. créé. OK? Ouais. Ouais. Et vous avez remarqué que ce n'est pas des adultes qui s'adressent à vous. Non. Ouais. Hein? C'est Donc, vrai. c'est votre C'est- communauté. C'est un peu cette idée-là dans laquelle on essaie de travailler. Ouais. Puis, par curiosité, dans votre plan, est-ce que vous avez des objectifs concrets à long terme que vous dites, nous autres, je dis n'importe quoi, 2030, on aimerait ça avoir atteint cet objectif-là? Par curiosité, là, je vous pose la question. Oui. Sauf que ce n'est pas des objectifs, en fait, de nombre de comportements. OK? Ouais. On est, Ouais, parce c'est qu'on dur n'a pas de ce calculer gérant- ça, Voilà. c'est Ouais. pas... OK? On n'a pas le contrôle nécessairement, mais nos objectifs, c'est d'avoir atteint le nombre de partenaires. Combien de partenaires on va mobiliser? Combien de OK, campagnes ouais. on est capable de faire? Donc, c'est plus Le dans ce formateur, genre... Exact. C'est plus dans ce que nous, on est capable de contrôler. Donc, c'est un plan sur 3 ans. Je vous dirais qu'on va l'extensionner, ce plan-là. Ouais. Pour moi, c'est important. On parlait d'un changement de société, donc c'est pas demain que le changement se fait, mais si on s'en préoccupe pas aujourd'hui, il n'y aura pas de changement demain. Ça l'arrivera Donc, il faut jamais. commencer. Ouais. Puis je pense aussi ce changement-là, ça va prendre du temps parce que je pense pas que c'est le but de changer la manière de penser d'une personne au complet. On veut qu'il reste soi-même. Et juste changer sa manière de penser et sa manière d'agir, mais tout en gardant justement
qu'il est, en fait, sa personnalité concrète. Puis ça va prendre du temps, c'est sûr, à 100%. Ouais, c'est un gros défi de changer une Non, personne, la c'est ça. manière de penser Mais d'une ouvrir personne. l'esprit, Une surtout. société, Vraiment là. changer, comme tu l'as dit, c'est ouvrir l'esprit à d'autres choses. Puis on C'est sait, ça, nous, on a exactement. ses œillères, on peut voir d'autres choses, puis comprendre qu'on peut avoir un impact dans la vie des autres Ouais. aussi. Là. Puis ce qui est le fun dans le sport, c'est que l'individu est dans un groupe. Ouais, Donc, dans la l'effet plupart de des cas, groupe, ouais. il devient important dans le L'influence transfert, aujourd'hui. l'influence positive, Ouais. dans le fait C'est de pas juste venir... l'individuel. Non, exact. Alors que ça peut être la Ligue qui va faire une sanction sur un individu. Là, c'est le collectif qui va venir placer le collègue et dire Oui. mais c'est pas ça qu'on veut comme comportement, c'est pas dans nos valeurs. Encore une fois, c'est là-dedans qu'on va essayer de travailler. D'amener une réflexion chez quelqu'un. Ouais. Puis, parce que c'est ça, le défi, c'est oui, de changer une personne, mais de changer après ça la C'est mentalité communauté au de complet. tout le monde, de toute la société étudiante. Je vais vous donner un autre Puis, exemple. ouais. OK? On a une situation dans laquelle une équipe a eu des propos racistes envers une autre équipe. OK. On aurait pu faire une sanction. Ça aurait été facile pour nous, encore une fois. On a un rapport, on valide, tu as dit tel mot, c'est pas correct, on sanctionne. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'asseoir les deux équipes et de faire une certaine médiation, une compréhension. Mais je pense qu'on a des impacts plus importants à moyen et long terme qu'une sanction. Parce que comme tu disais tantôt, la sanction, ils vont être suspendus une partie, deux parties. Après ça, j'ai payé mon dû, je peux recommencer. C'est ça. Là, c'était plus la prise de conscience de tel comportement Pourquoi et t'as quoi fait par rapport ça? à l'autre. Qu'est-ce que ça l'a donné? Ouais. Est-ce que ça fait partie du jeu? Est-ce que ça m'a avantagé? Non, pas vraiment. Alors, c'est Ouais. ça qu'on laisse comme acquis là, pour demain. Là. OK, ben, c'est super intéressant. Vraiment, merci à vous quatre d'avoir participé avec brio sur un sujet quand même assez complexe à aborder, mais je pense qu'on a réussi à bien le verbaliser. Fait que merci à tous et on se retrouve pour un prochain segment. Merci. XPRSS, c'est l'Express. EXPRSS, c'est l'Express. EXPRSS, ok, c'est l'Express. EXPR